Bonsoir, un pari insensé est à l'origine du meurtre d'un gendarme il y a 3 semaines à Zonza en Corse. L'un des meurtriers, passé aux aveux ce matin, semble avoir agi pour répondre au défi lancé par un ami. Sur place, Michel Goldstein. C'est un incroyable pari qui a coûté la vie au gendarme Aufort, tué le 20 septembre dernier à Zonza d'un coup de fusil. 3 jeunes gens âgés d'une vingtaine d'années ont été arrêtés et placés en garde à vue depuis jeudi soir à la gendarmerie d'Ajaccio. Interrogés sans relâche, l'un d'entre eux aurait avoué être l'auteur de ce meurtre. Selon le parquet, il s'agirait d'un jeune homosexuel employé comme serveur dans le village. La thèse retenue serait que le jeune homme, pour prouver sa passion à son ami, à travers un pari insensé, ait tué le gendarme Fabrice Aufort, 26 ans. Un coup de fusil de chasse dans la lunette arrière allait signer cet acte fou. Les gendarmes et les policiers ont mené avec acharnement cette enquête. Le lendemain des faits, certaines incohérences dans les déclarations de ces 3 jeunes allaient éveiller des soupçons. Au cours d'une perquisition, l'arme aurait été retrouvée. Le meurtrier présumé a été déféré au parquet cet après-midi vers 16 h. Ses 2 complices devraient l'être aussi dans la soirée. La résolution de cette affaire devrait mettre fin à de nombreuses rumeurs dont les habitants de Zonza ont été l'objet. Le meurtrier Olivier Poncet, âgé de 26 ans, originaire de Beauvais, a été écroué ce soir à la maison d'arrêt d'Ajaccio. Le nouveau défi de Saddam Hussein à Washington. Bagdad refuse de recevoir une nouvelle mission d'inspection de l'ONU en pleine période électorale aux États-Unis. Les autorités irakiennes ont en revanche libéré l'expert américain arrêté hier aux abords de la frontière koweïtienne. Commentaire Joël-François Dumont. Libéré en début d'après-midi, Chad Hall serait actuellement à Bagdad dans cet immeuble affecté à la mission d'observation des Nations Unies pour l'Irak et le Koweït. Chad Hall est de nouveau libre, mais sa capture jeudi dernier au Koweït, à plus d'1 kilomètre à l'intérieur de la zone démilitarisée par la police irakienne, n'en constitue pas moins un nouvel incident, considéré à New York comme grave par les Nations Unies. L'ONU, qui de surcroît s'est vu opposer un nouveau refus irakien de recevoir une prochaine mission d'inspection sous le prétexte que celle-ci correspondrait à la dernière phase de la campagne électorale américaine. Pendant ce temps, à Washington, le département d'État a tenu à renouveler les mises en garde faites précédemment à l'Irak. Côté américain, ce nouveau défi est considéré à la fois comme une nouvelle provocation et comme un pied de nez à George Bush à la veille de son premier grand débat télévisé. Un candidat président dont l'image est déjà suffisamment ternie dans les sondages. Un moment donc bien choisi par Saddam Hussein pour montrer à la face du monde qu'il était encore le maître de Bagdad, même après avoir perdu la guerre du Golfe. Un Saddam Hussein qui se permet en outre de qualifier de chiens errants les inspecteurs de l'ONU et pour qui le Koweït fait toujours partie de l'Irak. Alors Christian Mallard, Saddam Hussein souffle toujours le chaud et le froid. Et en définitive, George Bush, qui rêve d'en découdre avec l'Irak, n'arrive toujours pas à trouver un véritable prétexte. Disons, Eric, que la libération du ressortissant américain enlève un prétexte à George Bush pour intervenir. Cela dit, le président américain peut toujours arguer pour lancer une nouvelle attaque du refus de Saddam Hussein de recevoir à Bagdad la prochaine mission d'inspection de l'ONU. C'est vrai, George Bush est désespéré de se voir toujours largement distancé par Bill Clinton dans les sondages avant son premier débat télévisé qui aura lieu demain. Ses proches conseillers cherchent tous les moyens pour lui faire remonter son handicap. Et l'un de ses directeurs de campagne me disait avant-hier, je le cite, « Nous avons besoin d'un miracle pour gagner. Nous cherchons des témoins russes qui pourraient prouver qu'en 1969, lors de son séjour à Moscou, Bill Clinton a été manipulé par les autorités soviétiques de l'époque pour faire de la propagande contre la guerre du Vietnam. » Au Congrès, le porte-parole du groupe républicain pense que l'on va vers un raz-de-marée démocrate. Enfin, dans les hautes sphères du Parti républicain, certains vont jusqu'à dire « Nous sommes usés, laissons les démocrates s'empêtrer dans les affaires intérieures et extérieures durant 4 ans et revenons avec du sang neuf et des idées nouvelles. » Alors, vous le voyez, si avec un tel moral, les républicains gagnent, eh bien cela relèvera du miracle. Merci Christian Mallard. L'ONU a également fort à faire dans l'ex-Yougoslavie. Selon différentes sources, la résolution interdisant le survol du territoire bosniaque n'aurait pas été respectée par les avions militaires serbes qui auraient bombardé durement aujourd'hui la ville encerclée de Gradačak. Par ailleurs, un casque bleu ukrainien a été tué ce matin à Sarajevo. Jean-Marc Pitt. Une fois encore, un casque bleu est tombé au service de la paix à Sarajevo. C'est un soldat ukrainien qui a trouvé la mort alors que le véhicule blindé à bord duquel il circulait sautait sur une mine. 3 de ses compatriotes ont été blessés dans l'explosion. Cet après-midi, le plus gravement touché était entre les mains des chirurgiens français de l'antenne médicale de la Force Pronu qui tentaient de sauver ses 2 jambes.
Alors que la vieille ville et le centre de la capitale ont essuyé la nuit dernière des bombardements sporadiques, de violents combats se déroulaient dans les faubourgs de Stup et de Dobrynia. Aujourd'hui pourtant, des avions chargés d'aide humanitaire ont pu se poser et livrer leurs précieux chargements. Selon la radio bosniaque, ils ne seraient pas les seuls à avoir traversé l'espace aérien. En dépit de la résolution de l'ONU, qui interdit depuis hier soir tout vol au-dessus de la Bosnie aux appareils non autorisés par les Nations Unies, des avions serbes auraient survolé et bombardé la ville de Gradačak dans le nord du pays. Cette information n'a toutefois pas pu être confirmée par l'ONU et les Serbes ont immédiatement démenti. L'armée républicaine irlandaise a revendiqué aujourd'hui l'attentat à la bombe qui a fait un blessé léger ce matin à Londres, près de la gare de Paddington. L'IRA, toujours en lutte contre la présence britannique en Irlande du Nord, a également revendiqué 2 autres attentats commis dans la capitale anglaise hier soir. En 4 jours, l'armée républicaine irlandaise a ainsi commis 7 attentats au cœur de Londres. La France menace de bloquer les négociations sur le GATT à la veille de la réunion à Bruxelles entre la Commission européenne et de hauts responsables américains. Roland Dumas a haussé le ton et indiqué que la France était prête actuellement à se désolidariser de ses partenaires des 12 en refusant toute conclusion hâtive sur ces pourparlers jugés pourtant cruciaux pour l'avenir du commerce mondial. Propos relayés cet après-midi par le ministre de l'Agriculture, Jean-Pierre Soisson. À Bruxelles, le reportage de François Poulet-Mathis. Un accord peut-il être conclu ce week-end à Bruxelles sur l'agriculture? La plupart des pays de la communauté pensent qu'il faut profiter des bonnes dispositions américaines à quelques semaines des présidentielles. Ce n'est pas l'avis de la France. Que pourraient être ces concessions américaines? D'une part, l'acceptation du principe de l'aide aux revenus prévu dans la nouvelle politique agricole commune. D'autre part, une demande moins forte en ce qui concerne la réduction des exportations de céréales européennes. Enfin, l'accord de principe pour une extension des produits dont les subventions sont autorisées, ce que l'on appelle dans le jargon du GATT la boîte verte. Les Américains peuvent également faire des ouvertures sur le marché des services actuellement totalement protégé. Dans tous les cas de figure, il semble néanmoins que la France considérera ces avancées comme nettement insuffisantes. Jean-Pierre Soisson a signifié cet après-midi à Paris que la France n'hésitera pas à faire usage de son droit de veto. Je parle aujourd'hui au nom du gouvernement avec des instructions très précises de M. Pierre Bérégovoy. Nous n'acceptons aucune discussion et aucun accord contraire aux intérêts de l'agriculture. Nous n'acceptons aucune réduction des exportations agricoles de la communauté. C'est le blackout le plus total ce soir à Bruxelles sur l'heure et le lieu de la réunion. Il faut rappeler que la France ne participe pas directement à cette négociation, d'où la crainte à Paris d'un accord précipité. Et selon M. Guyot, président de la FNSEA, les déclarations ministérielles de Roland Dumas et de Jean-Pierre Soisson sont de nature à réconforter les agriculteurs français. Nuit chaude dans la banlieue lyonnaise après la mort d'un jeune homme abattu par des gendarmes alors qu'il tentait hier de forcer un barrage routier à Crémieux dans l'Isère. Pour protester contre la mort de leur ami, des adolescents ont lancé des pierres contre le commissariat de police de Vaux-en-Velin. Le calme n'a été rétabli qu'au milieu de la nuit. Cette nouvelle flambée de violence intervient 2 ans, jour pour jour, après la mort du jeune motard Thomas Claudio qui avait provoqué de véritables émeutes. À Lyon, Louis Laforge. Le quartier de la Thibaude à Vaux-en-Velin, où résidait le jeune voleur de voitures tué par les gendarmes jeudi à Crémieux dans l'Isère, a connu une nuit fiévreuse. Plusieurs voitures ont pris feu et le commissariat de Vaux fut la cible privilégiée de certains jeunes du quartier. En début de soirée, une quarantaine d'entre eux l'ont assiégé, jets de pierres et de bouteilles. Vers 23 h, 3 individus à bord d'une BMW ont tiré avec un fusil de chasse à canon scié sur le groupe de policiers stationnés devant le commissariat. Plus de peur que de mal, seules les vitres sont tombées. Toute la nuit, les forces de l'ordre ont patrouillé dans les quartiers chauds de Vaux-en-Velin et de Vénissieux pour ne pas laisser les casseurs s'organiser et se rassembler comme il y a 2 ans. C'était le 7 octobre en 1990. Les brigades anticriminalité de répression du banditisme ont effectué une dizaine d'interpellations. 3 patients de l'hôpital Pasteur de Nice sont morts asphyxiés la nuit dernière. Une cigarette mal éteinte aurait provoqué l'incendie dans le pavillon psychiatrique du CHU. Le feu s'est déclaré au 4e étage. Les 3 victimes sont mortes intoxiquées par les émanations d'un matelas en feu. Les sapeurs-pompiers ont rapidement éteint les flammes, mais l'alerte, semble-t-il, a été donnée fort tard.
Les démêlés franco-asiatiques en deux temps cette semaine, avec la Corée au Salon de l'Auto, nous allons y revenir, mais aussi avec le Japon. Une société nippone est soupçonnée d'avoir acheté des châteaux en France et d'avoir revendu aux enchères une partie du mobilier classé patrimoine historique. Dans cette affaire, 2 personnes sont déjà inculpées, mais la société japonaise n'en finit pas de clamer sa bonne foi. Reportage Isabelle Thomas, Philippe Basquin. Il n'y a aucune opération frauduleuse de la Sangyo Kaisha sur les châteaux français. Depuis la vente aux enchères lundi dernier à Drouot d'objets du château de Sully, château acheté par la société japonaise, le spectre des pilleurs de patrimoine hante les journaux. Ce qui a été vendu, il y a eu des bustes d'empereurs romains qui provenaient de Rosny et qui ont été effectivement vendus aux enchères. Mais je ne pense pas qu'ils offrent un intérêt particulier et vous en voyez régulièrement en salle des ventes ce style de buste qui passe. La vente de lundi dernier est parfaitement légale, comme on le souligne à l'hôtel Drouot. Ces objets au moment de la vente ont été annoncés comme tels inscrits aux monuments historiques et le client acheteur savait qu'il devait donner son nom, son adresse pour savoir où allaient entreposer les objets et nous avons obligation de dénoncer la vente auprès des pouvoirs publics et en particulier le ministère de la Culture dans les 15 jours après la vente. Des questions cependant demeurent. Pourquoi collectionner une dizaine de châteaux classés si c'est pour les laisser à l'abandon? Pourquoi dès lors se soucier de vendre du mobilier aux enchères? Aucun représentant de la société japonaise n'est joignable alors que l'un d'eux négocierait en ce moment l'achat d'autres châteaux dans la région de Montpellier. Pourquoi faire appel à un antiquaire restaurateur anglais pour estimer l'état du patrimoine? Le parquet de Versailles l'a inculpé, lui et le gendre du PDG de la société, de dégradation et modification d'un site classé pour avoir déplacé diverses pièces sans autorisation. L'enquête dira peut-être si la société nippone n'est animée que du seul amour de l'art. Démêlés franco-asiatiques toujours, mais au Salon de l'Auto cette fois, l'ambassadeur de Corée a refusé d'inaugurer le stand de son compatriote Hyundai, dont il estimait qu'il n'avait pas été traité avec les mêmes égards que les grandes marques européennes. En conséquence, ce matin, le ministre français de l'Industrie, Dominique Strauss-Kahn, s'est déplacé en personne pour visiter ce stand, afin de dissiper tout malentendu diplomatique et peut-être ne pas vexer d'éventuels acheteurs du TGV français. Au Salon de l'Auto, Bernard Ségara marque tout. Il aura fallu la visite du ministre de l'Industrie pour réparer la maladresse des organisateurs du salon qui avaient relégué au sous-sol le stand du coréen Hyundai avec les accessoires et les 4x4. J'espère que pour les prochains salons, ils auront une place qui leur conviendra mieux. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de monde dans le stand, ce qui montre bien que ça ne les a pas défavorisés. Hyundai, c'est le 15e producteur mondial. Il fabrique 1 200 000 voitures par an et il est installé dans 90 pays. Au 1er janvier, il n'aura plus besoin du feu vert du gouvernement pour s'introduire en France. Dominique Strauss-Kahn n'a donc fait qu'anticiper de quelques mois une décision déjà acquise. Le ministre a donné son autorisation surtout parce qu'il y a à la clé un marché considérable à prendre, celui du TGV, un marché de 45 milliards de francs et la perspective de vendre aussi des Airbus. Il se trouve que le fondateur du puissant groupe industriel Hyundai, qui construit aussi des autoroutes, est très opposé à l'installation d'un train à grande vitesse. Ce n'était vraiment pas le moment de les offenser. Je ne sais pas ce que les Coréens décideront en matière de train à grande vitesse. Je ne sais même pas si finalement ils décideront d'en choisir un. Ce que je sais, c'est que ma mission est d'essayer de faire en sorte que nos échanges se développent, et ils se développent. Vous connaissez bien la Corée, est-ce que les Coréens sont susceptibles? Pas plus que les Français, pas moins. Quelques milliers de voitures coréennes importées, 5 à 7 000 la première année, 10 à 12 000 d'ici 3 ans, contre les TGV et des Airbus. Cela valait bien une réparation diplomatique. La rentrée universitaire a débuté jeudi en France et certaines facultés ont accueilli, souvent pour la première fois, des étudiants inhabituels, des jeunes gens et des jeunes filles atteints de surdité profonde qui lisent les cours sur les lèvres de leurs professeurs et qui obtiennent des résultats aux examens parfaitement identiques à ceux de leurs autres congénères. Reportage sous-titré à l'intention des malentendants de Pascal Justice, Hervé Gutmann et Jean-Pierre Lambinet. Pour les étudiants de première année, la rentrée universitaire est toujours un événement. Pour Grégory, c'est un défi. Le corps commutatif. Depuis sa naissance, Grégory est atteint de surdité sévère. Pourtant, à 17 ans, il décroche un bac C et aujourd'hui, il entre en DEUG à la fac de Chambéry. Non sans appréhension. Je me suis retrouvé complètement livré à moi-même. Et là, qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais un peu perdu, quoi. Je ne savais pas trop quoi faire. Au lycée, les profs savaient que j'étais là
Il faisait plus attention. Quand je suis rentrée à la fac, j'étais contente. Franchement, j'étais contente. Sandrine souffre de surdité profonde. Toutes ses études, elle les a faites en lisant sur les lèvres de ses profs. Je suis à l'université Paris 10, Nanterre. Et donc actuellement, je suis en 3e année, donc je prépare une licence de gestion des entreprises. Tu as passé un DUG? Je l'ai fait en 2 ans. Donc j'ai réussi mes examens au mois de juin. C'est possible parce que dès leur naissance, dès que le diagnostic de surdité a été porté, une grande bataille a été entreprise. Une bataille pour les faire entrer dans le circuit de la communication. Une bataille pour leur apporter davantage d'informations auditives grâce à l'appareillage auditif. Une bataille pour leur apporter les moyens de communication, qu'ils soient signés, qu'ils soient oraux, qu'ils soient grâce à la lecture labiale, tous les moyens leur permettant d'entrer dans cette communication absolument indispensable pour acquérir l'instruction. Dans cette école spécialisée, on apprend les 2 langues. Au début, les petits préfèrent communiquer avec les signes. Voyez comme Alix, la petite fille assise au fond, va souffler la réponse à son camarade. Oui, Alix, c'est jaune. Petit à petit, Alix et ses amis vont apprendre à lire sur les lèvres et à parler le français qui, seul, leur permettra d'étudier à l'université. De leur côté, les associations et les facs s'appliquent à aider les étudiants sourds. Sandrine et Grégory vont bientôt expérimenter en cours un nouvel appareillage. C'est le professeur qui a l'émetteur et qui porte un micro-cravate et toi qui as le récepteur. Grâce au micro HF, ils recevront à distance le son de la voix du prof sans avoir à subir le brouhaha du reste de l'amphi. Avec nos propres micros, nous avons tenté l'expérience. Écoutez la différence. Il y a un plus petit élément et un seul élément minimal. Dans ce cas-là, c'est l'ensemble vide. Il faut plus de volonté qu'un autre étudiant, tu penses? Oui, énormément. Je peux vous dire que je travaille énormément et beaucoup plus qu'un étudiant normal, quoi. Le pape Jean-Paul II est à Saint-Domingue pour une visite de 6 jours où il inaugurera la 4e conférence épiscopale latino-américaine. Le souverain pontife participera également aux festivités marquant le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique. Nicole Bappel. Pour la 3e fois en 14 ans, le pape apparaît à Saint-Domingue. 22h10 hier soir, heure française, le Saint-Père se pose sur l'île dominicaine. 6 jours de voyage pour participer bien sûr aux cérémonies du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique, mais aussi et surtout pour rappeler ce fait majeur de l'histoire, l'évangélisation qui a suivi cette découverte. Évangélisation qui a suscité de la part du Saint-Père un mea culpa. L'Église, a-t-il dit, accepte toutes les accusations, toutes les critiques sur le passé et même sur le présent. Cette mission intervient au moment de la 4e conférence du Conseil de l'épiscopat latino-américain. 360 hommes d'église y participent. C'est lundi que Jean-Paul II inaugurera ces entretiens. Il porte sur la situation du catholicisme en Amérique latine, où 4 fidèles sur 10 sont catholiques. Mais comment va le Saint-Père 3 mois après son intervention? Il a chargé les 50 journalistes qui l'accompagnent de porter la bonne parole. Vous m'avez vu, vous m'avez entendu, à vous de juger. Jean-Paul II aurait-il oublié que dans la religion catholique, il n'est point besoin de voir pour croire? Les sports, tennis, Guy Forget en finale du tournoi de Toulouse. Il a battu cet après-midi Arnaud Butch en 2-7. Rémi Goudicelli. Arnaud Butch aurait bien aimé cet après-midi épingler Guy Forget à son palmarès. Mais malgré une belle combativité dans le premier set, Arnaud commettra plus de fautes que son adversaire, plus régulier et meilleur tacticien en fond de cours. Vainqueur de la première manche 6-3, Forget bénéficie alors dans le 5e jeu du second set d'une grosse erreur d'arbitrage. Le coup droit d'Arnaud Butch était bien dans le cours. Guy Forget n'en demandait pas tant pour prendre le service de son adversaire. La fin de match nous vaudra encore un superbe échange où le numéro 1 français prouve tout de même qu'il était bien aujourd'hui en pleine forme. Finalement donc, après 1h30 de jeu, Guy Forget s'ouvre les portes de la finale du tournoi de Toulouse en mettant un terme à ce match plaisant qu'il remporte en 2 manches, 6-3, 6-4.
Rugby, l'Afrique du Sud s'est offert une courte victoire cet après-midi, à une semaine de son premier test face aux 15 de France. Les Box ont battu la sélection Midi-Pyrénées 18-15 à Toulouse. Jean Abeyou, Marc Météron. Un 15 de Pyrénéens dynamique à l'image du pilier Califano lancé ici dans l'axe. De l'obstruction dont est victime Dominique Dalpos vient l'ouverture du score. Benoît Bello ne tremble pas. L'ouvreur groyettois réussira d'ailleurs les 15 points de la sélection sur pénalité. Quant aux 15 sud-africains, leur jeu n'a pas évolué. Il reste méthodique, physique avec un brin d'efficacité qu'apporte Nasbota. L'ouvreur des Springboks profite d'un excellent travail des avants et passe son drop habituel. Au stadium de Toulouse, la troisième ligne sud-africaine démontrera l'énorme potentiel de Bachmann, Strauss et Reicher, trois gaillards à la base du succès. Exemple ici, l'attaque mal exploitée par les lignes arrières va tout de même aboutir grâce au replacement d'Adrian Reicher qui sert l'ailier Jacques Olivier. 8-6 en faveur des Sud-Africains à la pause. La jeune équipe pyrénéenne, forte de 3 juniors, va se laisser piéger dès la reprise. À l'origine du deuxième essai, un contre de Fous sur Bello, dont tire profit l'autre centre, Gerber. Mené 15-9, les régionaux se lanceront à l'attaque sous l'impulsion du jeune arrière Hugo Mola. Mais comme au terme de cette offensive, des fautes dans la transmission du ballon les priveront d'une victoire largement à leur portée. Revenu à 15 partout, Van Resber sur pénalité donnera la victoire aux Sud-Africains 18-15. C'est la deuxième depuis le début de la tournée. Un nouveau rendez-vous mensuel sur la 3 à 22h45 ce soir, juste après le journal. Jean-Pierre Elkabbach vous proposera Repères. C'est une émission qui propose, Jean-Pierre, un regard différent sur l'actualité et sur les événements qui l'ont composée. Enfin, on essaie. Le principe de cette émission Repères, c'est de penser qu'il y a des gens qu'on ne voit pas assez à la télévision, d'autres qu'on voit trop. Qu'il y a des faits qui sont négligés, sous-traités ou oubliés. Et ce sont peut-être les événements et les êtres qui sont peut-être le plus importants, qui laisseront des traces parce qu'ils sont en même temps porteurs d'avenir. Eh bien, l'objectif de Repères, c'est de les repérer, de les découvrir et de vous les montrer d'une manière légère, agréable, avec des personnages qui seront forts, vivants et, à mon sens, toujours simples. Jean-Pierre Elkabbach, premiers invités ce soir? Il y en a 3+1, si vous me permettez. Audrey Hepburn, elle revient de Somalie, elle est à Paris pour Repères, c'est un mythe vivant du cinéma. Elle est en ce moment ambassadrice de l'UNICEF. Elle a fait un voyage en Somalie, elle défend partout les enfants en détresse dans le monde. Et très vite les autres, donc Daniel Cohen. Le professeur et biologiste Daniel Cohen, plus vite et plus fort que les Américains, il a fait une découverte qui révolutionne la santé, vous le verrez. Et Luc Ferry, c'est un philosophe de 41 ans qui va secouer, dites-le leur, qui va secouer les écologistes et leur donner des cauchemars. Merci Jean-Pierre Elkabbach, on vous retrouve à 22h45 pour Repères, je vous retrouve à 22h30 pour le soir. Très bon début de soirée, merci.